Salut, ici Maps. Aujourd'hui, c'est ma deuxième et dernière vidéo thématique sur les prisons. Même si c'est pas une thématique qui intéresse vraiment beaucoup les gens, j'ai reçu beaucoup de suggestions. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire deux vidéos. J'ai sélectionné 13 livres pour cette expérimentation. Donc, on commence tout de suite avec ma première lecture de cette deuxième vidéo, Mon cri pour toi de Micheline Doff. Autrice que j'avais déjà lue beaucoup plus jeune. Dans Mon cri pour toi, on suit Madame Piano, qui est une madame qui va offrir des cours de piano de manière bénévole dans une prison à sécurité médium. Donc c'est pas minimal, c'est pas maximal, mais entre les deux. Je ne sais plus de la terminologie exacte. Et donc, ça fait des années qu'elle fait ça. Elle offre des matinées, 5 prisonniers qui viennent avoir des cours de piano. C'est quand même assez populaire. Elle a vu différents types de personnes passer dans ses cours, des gens super motivés, des gens vraiment pas, des gens qui avaient du talent, des gens qui travaillaient fort, des gens qui n'avaient pas de talent, des gens qui travaillaient pas. Elle en a vu de toutes les couleurs. Donc, ça correspond pas à ça comme histoire au présent, mais dans le passé, on va découvrir l'histoire d'un prisonnier en particulier, de qui Madame Piano, Françoise, de son prénom, s'est liée d'affection. Donc, Christian a eu une sentence à vie, donc 25 ans, autour de 15 ans, il y a une possibilité de libération conditionnelle ou de libération après vérification du dossier, repasser devant le juge et tout ça. Donc, elle s'est liée d'amitié avec Christian et en alternance dans les chapitres, on va découvrir qu'est-ce qui s'est passé avec Christian. On va partir de son enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a le passé et le présent, puis éventuellement, le passé va arriver jusqu'au présent. Voyez-vous ce que je veux dire? Peu importe. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre-là. Beaucoup de choses à dire. J'ai préféré l'histoire au passé que celle au présent. On va commencer avec le passé parce que c'est la période, c'est ce que j'ai préféré, autant dans l'écriture, dans l'histoire, dans les propos. Donc on va suivre Christian dès son plus jeune âge. On est dans une famille qui va se séparer. Sa mère, on comprend sans le nommer qu'il y a peut-être des enjeux de santé mentale. Lorsque son père va partir, ça va être la grosse déprime. Et elle va avoir un autre homme dans sa vie qui va lui faire vivre de la violence conjugale. Donc, il va avoir tout ça qui va être vécu par Christian de l'extérieur, mais en même temps de très près. Donc, Christian, lui, ça va l'affecter beaucoup et on va voir la rage, la haine, beaucoup d'émotions que Christian va vivre et éventuellement, ça va avoir un effet sur l'école, ça va avoir un effet sur lui, sur comment il se sent et ça va éventuellement augmenter la violence. Avec le passé que j'ai trouvé très bien fait, c'est que Christian a une sœur, Lison, et on peut vraiment bien voir le parallèle des deux enfants qui vivent la même chose, qui sont dans la même maison, qui côtoient les mêmes personnes, la même situation et pourtant des réactions complètement opposées. Si Christian, tout le touche, tout l'affecte, c'est sûr qu'il y a des petites différences dans le sens que c'est lui le plus vieux, donc tu sais, lorsque le père il part pour la première fois, on y met un peu comme si c'est lui qui doit être l'homme de la famille, donc il y a comme plus de responsabilités, mais même à ça, ça donne vraiment l'impression que deux enfants qui sont dans la même cellule familiale dysfonctionnelle et éventuellement avec la violence conjugale vont réagir complètement différemment. Lison va s'agripper à l'extérieur avec ses amis, avec un cadre social, avec l'école et Christian va sombrer. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est crédible que quelqu'un puisse finir en prison pour le crime dont il est coupable. De cette manière-là, complètement, j'ai trouvé ça crédible, j'ai embarqué dans son histoire, je trouve que c'était bien buildé, qu'on comprenait bien, on est dans sa tête, tout ce qui se passe, qu'est-ce que ça le fait ressentir, puis à quel point éventuellement ça dérive tout doucement, puis éventuellement il est beaucoup plus loin, que des petites choses qui se passent, des petits excès de colère, que ça lui fait peur, mais en même temps que ça lui fait du bien de sortir ces émotions-là, qu'il n'est pas capable de dire, qu'il n'est pas capable de passer au travers de d'autres manières que de l'exprimer mal, pas de la bonne façon. Pour le passé,
Ewan, j'ai beaucoup aimé ça. Maintenant, parlons du présent. Parce que si j'ai aimé le passé, j'ai pas aimé le présent. Plein de petites choses. Madame Piano. Ça c'est peut-être la chose que je peux moins juger, là, mais je trouve ça quand même bien enfantin d'appeler Madame Piano. Françoise, la dame qui vient faire des cours de piano, Madame Piano. Puis je suis une enseignante du préscolaire. Puis on m'appelle pas Madame Girafe. On m'appelle Madame Marpierre. On dirait que je parle en lettres attachées. C'est vraiment difficile, mon affaire. En tout cas, ça, c'est juste un petit point. Mais il y a bien des choses à propos d'elle. Le gros enjeu du présent, c'est Madame Piano, c'est sa personnalité. J'ai noté bien des affaires. Ah oui, lorsque les prisonniers arrivent pour leur cours, ils doivent obligatoirement lui donner des becs sur les joues. J'imagine que ça se voulait un peu comme grand-mère, mais c'est quand même assez problématique. Imaginez l'inverse. Déjà, moi, juste en disant ça, j'étais comme, non, peut-être que j'ai pas envie de te donner deux becs sur la joue, c'est pas parce que je suis un prisonnier ou une prisonnière, ben, c'est des prisonniers, c'est une prison d'hommes, mais que je suis obligée de faire ça. Ça, j'ai pas aimé ça. L'autre chose, c'est vraiment qu'elle est très simplette. Elle a vraiment des jugements sur les prisonniers. Elle voit ça tout noir ou tout blanc. Il y a ceux qu'elle trouve vraiment incroyables, qu'elle se demande, ben voyons donc, qu'est-ce qu'ils font là en prison? Ça doit être des erreurs de parcours, ils ont dû avoir une enfance difficile. Puis elle donne pas le bénéfice du doute à tout le monde en fonction de quoi ils ont l'air. Donc ceux qui ont des gros tatous, qui ont l'air méchants, eux, ils méritent là, d'être en prison, là, ils ont l'air méchants. Mais tu sais, ceux qui sont tout doux, qui sont capables de faire la philosophie avec elle, qui travaillent fort, qui ont du talent, oh mon Dieu, mais pourquoi ils sont là, tu sais? Ça a dû juste être une erreur. Mais les autres, ils le méritent, tu sais. Ça, j'ai trouvé que ça manquait beaucoup de nuances. Elle est facilement dans le jugement, même si elle connaît pas les personnes, les prisonniers, leurs crimes. Puis elle arrête pas de dire que ça la regarde pas, qu'elle est pas pour poser des questions, puis faire en sorte que les prisonniers se confient à elle, mais c'est ça qu'elle fait. Elle pose des questions euh, qu'elle devrait peut-être pas poser. En tout cas, je connais pas le milieu carcéral, là, mais j'ai pas l'impression que les prisonniers vont vouloir tant que ça dire la raison pourquoi ils sont en prison. Ça doit pas être si glorieux que ça. J'ai l'impression que là, ils le disaient assez facilement. Sa relation d'amitié avec Christian, c'est très bizarre parce que, tu sais, elle a dit que c'est son ami, mais lui, il est quand même enfermé dans une prison. Il y a comme une relation de pouvoir, tu sais, c'est quand même sa professeure, elle vient de l'extérieur. Lui, il est là, tu sais, son seul pouvoir, ça serait de ne plus aller au cours de piano. Je pense qu'il aime quand même sa présence à Françoise. Mais je trouve ça très étrange qu'elle l'appelle son amie, puis j'ai pas aimé ça, j'ai pas senti que c'était sincère, j'ai pas senti que c'était réciproque, j'ai senti que c'est ça qu'elle voulait parce qu'elle trouve bien intéressant puis qu'elle se demande ben gros qu'est-ce qu'il fait là, qu'elle prend en pitié, mais j'ai pas aimé ça, qu'on appelle ça une relation d'amitié, je trouve pas que c'est une relation équivalente. Madame Piano, elle aime bien ça, enfreindre des petites règles de la prison qu'elle trouve bien stupides, là. Genre, elle amène de la nourriture de l'extérieur, puis comme elle là, tu sais, c'est pour célébrer la fin des cours. Je comprends, ça se veut des bonnes intentions, puis à plusieurs reprises ça arrive, puis elle se pose jamais la question pourquoi il y a ces règlements-là. Tu sais, il y a une structure qui est rigide, peut-être trop rigide pour elle, je comprends, mais il y a une structure qui est faite en sorte parce qu'il y a eu des incidents et que les gens de l'extérieur peuvent amener des choses à l'intérieur et que les prisonniers, lorsqu'ils se rendent compte que les gens de l'extérieur sont willing à leur apporter des choses, ben, ils mettent de la pression, puis des menaces, puis tout ça. Je connais pas le milieu de la prison interne, de tout ce que j'ai lu et de tout ce que j'ai vu. Je trouvais ça quand même un peu imprudent. Elle a des propos homophobes. Ce livre-là, j'ai vu 2008, je pensais que c'était 2004, 2008, 15 ans, quand même. Justement, avec Christian, éventuellement, elle se rend compte qu'il y a un copain. Puis là, c'est comme, oh mon Dieu, mais je m'en suis pas rendu compte. Ah ben oui, sa démarche, ses cheveux longs, ses manières. Puis là, j'étais comme, wesh, wesh, non, on va pas là. Ah oui, puis tellement dommage pour les femmes avec qui il ne sera jamais, des trucs de même. En plus des propos homophobes, ben on a des préjugés sur les toxicomanes. Éventuellement, il y a un de ses élèves
qui vient, puis elle découvre qu'il est toxicomane. Et elle a des préjugés gros comme le bras sur les toxicomanes. Dans sa tête, c'était comme « Ah, je pensais qu'il était avocat, je pensais, je sais pas trop, là, c'est quoi l'autre exemple? Mais non, toxicomane, pauvre type accroché à son poison. » Belle vision de la chose. Elle donne des conseils à Saint-Saëns constamment. C'est comme un peu moralisateur, ce livre-là. À certains moments, elle est lourde. C'est Madame Piano, je suis désolée de sacrer, là, mais elle est lourde et très déplacée. Il y a un prisonnier qui est mort, qui s'est suicidé la veille. Puis là, Christin lui dit ça. Puis elle dit « Ah ben, il faudrait penser à autre chose, là. » Qu'est-ce que tu veux dire? Il faudrait penser à autre chose. Comme ça vient d'arriver, c'est frais. J'ai des émotions, c'est normal. Comme... Il y a plusieurs petites choses comme ça. Je l'aime pas. Je l'aime pas, là, Madame Piano. Je sais pas c'est quoi l'expérience de l'autrice sur la prison. T'sais, moi-même, je l'ai pas expérimenté pour vrai. Je connais pas quelqu'un qui est dans la prison. De ce que j'ai lu, il y avait quand même des trucs très peu crédibles. Le fait que ses élèves sont avec elle, puis il y a personne qui surveille, aucun gardien à l'extérieur. Yeah, sure, on n'est pas au minimum, justement. Je trouve pas ça très crédible dans ce contexte-là. Il y a aussi l'enjeu que Christian et son père sont à la prison et on va découvrir à la fin pourquoi les deux sont en prison et les deux sont condamnés à vie, sont arrivés comme en même temps. Et ça aussi, j'ai trouvé ça très peu crédible. Je sais pas si c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Et je peux pas vraiment vous en parler plus parce que ça serait un spoilers, mais... ok, je vais vous en parler 2 secondes. À partir de maintenant, je vais mettre spoilers, puis si vous voulez pas savoir, faites juste skipper jusqu'à temps que je l'enlève. Je vais vous mettre le temps, là, juste ici. La raison pourquoi les deux sont condamnés à vie, c'est que la police, ils n'ont pas réussi à savoir c'est qui entre les deux qui a tué. Christian dit que c'est lui qui a tué la personne qui fait en sorte qu'il est en prison, puis Roger, son père, dit que c'est lui qui l'a tué. Donc, la police ne sait pas c'est qui dit la vérité, puis ils ont condamné les deux à vie. Possiblement parce que l'un et l'autre seraient complices. Mais ils savent pas c'est qui dit la vérité, fait qu'ils ont condamné les deux. Désolée, j'ai dû quitter en urgence, donc je disais que la sentence pour les deux, pour le même crime, j'ai jamais vu ça, puis de ce que j'en sais, c'est pas très réaliste. Et comme dernier point, il y a des maladresses racistes. Il y a un personnage qui se nomme Sarah, c'est Christian qui va rencontrer Sarah, et le père de Sarah est toujours nommé comme l'arabe. Il n'y a pas de prénom, on dit pas le père de Sarah, on donne pas son nom. C'est ça, hein? C'est un peu malhabile dans l'écriture. Donc, il y a eu des petites choses. 15 ans de vie, je pense pas que ça peut excuser tout ce qui me dérangeait à l'intérieur de ce livre-là. Il y a définitivement des maladresses, c'est pas parfait, juste l'histoire au passé était beaucoup plus intéressante que l'histoire au présent, le personnage de Madame Piano. Je pense pas qu'il y a grand-chose que j'ai aimé de ce personnage-là. Donc, c'est comme une drôle de lecture mitigée. J'ai jamais pensé à DNF parce que ça se lisait bien malgré tout et que l'histoire de Christian m'intéressait beaucoup. Mais voilà, drôle de lecture. La deuxième lecture que j'ai faite pour les prisons, c'est Maple de David Goudreau, qui est comme un tome copain de la trilogie La Bête. La Bête de David Goudreau. On rencontre le personnage de Maple au travers de la trilogie. Donc, Maple, c'est une femme qui va sortir de prison au début, toxicomane qui a fait de la prostitution. Personnage assez coloré, ma foi. Donc, elle sort de la prison et il y a un tueur en série qui rôde autour de son quartier et elle décide de s'en mêler, d'aider la police et de faire son enquête parce que ça touche particulièrement le milieu de la prostitution. Ça semble tout être des personnes qui font partie de ce milieu-là qui ont été tuées et c'est un drôle de modus operandi qui se passe. C'est comme ils sont ligotés puis il y a des doigts qui sont enfoncés dans la bouche. Donc, c'est ça. Maple décide d'en faire sa propre enquête et d'aider la police qui est inefficace à trouver qui est cette personne, le meurtrier. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? Ben, au départ, je vous avouerai que je me sentais dans La Bête
2.0. L'écriture, c'est la même. Tu sais, il y a encore des jeux de mots manqués, il y a beaucoup d'images, des faits qui sont pas tout à fait corrects. Il y a beaucoup de préjugés aussi, des stéréotypes. On a quand même un personnage très caricaturé. Caricatural? J'ai la misère avec ce mot-là. On a une caricature, hein? C'est une femme avec des gros préjugés, pas beaucoup d'éducation, mais qui écrit, qui a une prose, ma foi, magnifique. J'ai fait un post en story Instagram, genre, je veux pas dire que c'est pas réaliste qu'une femme ex-prisonnière, toxicomane, prostituée écrive mieux que moi, mais disons que il n'y a pas grand-chose que ça existe pour vrai et l'écriture, c'est juste la même chose que la bête, puis c'est deux narrateurs différents, donc c'est ça. Bon, au début, elle se justifie en disant qu'elle a lu le livre de la bête, puis elle aussi est capable d'écrire un roman comme ça, mais au niveau du réalisme, j'enlève des petits points par rapport à ça, et au niveau que les deux se ressemblent beaucoup dans l'écriture, on sent pas que c'est quelqu'un de différent, on croirait que c'est la même personne. Là aussi, ça m'a un petit peu dérangée. Donc, je suis embarquée, puis j'étais comme, ok, l'enquête, ça me parlait pas tant que ça, puis j'étais comme, pourquoi elle se mêle de ça? J'accrochais pas trop. Je vous dirais que j'ai commencé à accrocher un petit peu vers le milieu. Je sais pas pourquoi. Tu sais, l'écriture, ça se lit quand même bien, malgré que j'avais l'impression de relire une version différente de la bête, mais ça se lisait quand même vraiment bien. Puis l'enquête avance et Maple se met les pieds un petit peu dans les plats. On commence à comprendre un petit peu la structure de ce qui se passe. Et je vous avouerai que ce qui m'a fait un peu changer d'idée, peut-être pas complètement, mais c'est la fin. Je ne m'attendais pas à ce revirement de situation-là. Je me posais pas de questions, je suis embarquée, puis lorsque je suis arrivée à la fin, j'étais comme « Oh, ok, ça a déboulé vraiment vite », j'étais comme « J'avais pas pensé à ça ». Donc ça m'a plu. Pas assez pour que ma critique plus ou moins différente change de bord, pis tu sais, ça devienne genre un 4-5 étoiles. Mais pour la fin, je trouve ça divertissant. Je sais pas si c'est prévisible. Moi, je suis définitivement pas Sherlock Holmes. Lorsqu'on me donne aucune raison de me poser des questions, je m'en pose pas. Mais voilà pour ce que j'ai pensé de ces livres-là. On n'est pas tant en prison parce qu'elle sort de la prison au départ. Donc, on n'est pas dans cette atmosphère-là qui était mon objectif. Donc, si c'est ça que vous voulez, ben non. T'sais. Elle sort au début, on n'est pas dans la prison, mais c'est juste que c'est une ex-prisonnière. Ça faisait un bail que j'avais pas lu de conte interdit, mais pour le concept de cette vidéo, on m'a suggéré Cendrillon, le conte interdit, écrit par Sylvain Johnson. Donc, je l'ai lu. C'est l'histoire de Sandrine, donc fortement inspirée du conte qu'on connaît, qui habite avec son père et sa belle-mère et les deux belles-sœurs, demi-sœurs. Et elle habite dans le sous-sol mortuaire, c'est la seule place où elle a droit d'être. Sa belle-mère est super méchante avec elle, comme l'histoire originale. Ce qui est de particulier, c'est l'aspect fantastique un petit peu, donc les souris sont un peu invisibles aux yeux des autres, et elle, on va la retrouver à un moment donné en prison. Et avant ça, on va comprendre qu'est-ce qui l'a mené à la prison. Donc, il est là, le lien de la prison. Elle va y être pour une bonne partie du roman. Je dirais à peu près la moitié du roman, là, on la suit en prison. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce conte interdit, de ce roman et de l'exécution par rapport à la prison? J'ai commencé le livre, puis là, je trouvais ça trash, mais vraiment très trash. Puis là, je me demandais la raison de pourquoi c'était aussi dégueulasse. Et je vous avouerai que j'ai pas compris, je trouve pas que c'était nécessaire. Dès le début, là, Sandrine va se venger sur ses demi-sœurs et c'est juste complètement écœurant, complètement là, hors proportion. Je peux comprendre qu'elle leur en veut, mais en même temps, on dirait que ça n'a pas nécessairement de lien, la manière qu'elle se venge par rapport à elle. Ça n'a pas de lien par rapport à ce qu'elles ont fait subir à Sandrine. Donc, je lisais ça, la manière je lisais en diagonale. J'étais comme, oh non, 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 non. Vraiment, là, beaucoup trop trash. Lorsque c'est aussi gratuit pour moi, là, ça perd beaucoup de points. Par la suite, bon, ça se lit quand même assez rapidement. On embarque dans la prison.
tu sais, je commence à avoir lu quand même pas mal de livres de prison, je m'intéresse au sujet. Si vous avez écouté Unité 9, la série québécoise, ben on a appris beaucoup de choses. Et je trouvais que le traitement de la prison était pas très réaliste. Je comprends que c'est un livre d'horreur, que c'est pas l'objectif, mais j'aime quand même lorsque les auteurs sont capables de tricoter autour d'une base réaliste. Puis il y avait beaucoup de choses, tu sais, que j'ai commencé à lire puis tout ça, des témoignages qui disaient que dans la vraie vie, là, les gardiens, ils laissent pas nécessairement les prisonniers se batailler ou tu sais, comme c'est pas la loi de la jungle tant que ça, il y a beaucoup de protection des prisonniers. Fait que tu sais, il y a beaucoup de ça, mais je comprends que ça servait pas le propos. Mais ça me titille un peu parce que je trouve que c'était un petit peu des raccourcis faciles. L'autre chose qui m'a dérangée, c'est que au-delà de ce qu'on connaît et de ce qui est évident de Cendrillon, je trouve que les liens étaient pas si présents que ça. Tu sais, oui, Cendrillon avec ses deux demi-sœurs, sa belle-mère méchante, les souris, mais comme... Puis la fée, mais en même temps, la fée, je vous dirais que c'est plus un personnage que son oncle vraiment... Moi, ok, je comprends un petit peu, mais on dirait que c'était pas assez satisfaisant pour moi. Les noms sont accolés, mais j'aurais aimé ça qu'on dive plus, qu'on aille plus dans le compte que ça. Puis je vous dirais que ça termine, puis j'étais comme tu sais, c'était correct, peut-être même moins que correct pour moi, pour l'histoire, pour ce que j'ai vécu. Ça n'a pas été renversant, c'était trop trash au début, il manquait de lien, il manquait de profondeur pour moi. Fait que tu sais, c'était comme une déception. C'est tellement un conte connu, une histoire que tout le monde connaît, que je m'attendais quand même à ce que ça soit un petit peu plus poussé que ça. Puis que ça soit pas trop dans la facilité, puis c'est ça un petit peu qui m'a déçue. Donc voilà pour ce livre-là. Mais tu sais, j'ai eu ma petite passe des contes interdits, puis là, je vous avouerais que si j'ai le choix entre ça ou autre chose, absolument, je choisis autre chose, malheureusement. Alors, j'ai lu King, Stephen King, cette fois-ci avec Les Évadés. Il y avait 2 livres de cet auteur pour les livres de prison. Cet auteur avec qui j'ai une relation en dents de scie, on pourrait dire. On va connaître l'histoire d'Andy Dufresne. C'est Red qui va nous expliquer la vie, l'histoire de ce personnage qui est Andy. En fait, il nous dit qu'il y a peu de personnes dont il a vraiment cru l'innocence en prison, mais Andy, ça serait un de ceux-là en qui il croyait en son innocence. Je suis pas sûre que cette phrase-là était bien construite. En tout cas, de tous ceux qui clament être innocents, ben, ils croyaient Andy beaucoup plus que tous les autres. Donc, il va nous raconter l'histoire d'Andy, son procès, pourquoi il est en prison à perpétuité. Il va nous raconter comment il est en prison et leur relation qui s'est tissée et tout ça. Il y a un petit peu de son investissement à lui, mais il est vraiment très personnage secondaire. C'est vraiment Andy qui est au cœur de ce livre-là. J'ai pas vu l'adaptation cinématographique, si vous me connaissez un petit peu, je suis pas tant film, puis tu sais, j'aimerais bien vous dire que je vais l'écouter, mais je peux pas faire ces promesses-là. J'ai la misère à avoir du temps pour lire, je prendrai sûrement pas de temps pour écouter des films. C'est un médium qui m'intéresse beaucoup moins, fait que je peux pas vous dire ça, mais j'ai quand même l'impression que l'adaptation cinématographique est meilleure parce que je sais que c'est spectaculaire, les gens trouvent que c'est un classique et tout ça. L'autre chose, il y a quelqu'un sur Goodreads qui me dit que j'ai possiblement lu une version abrégée. Fait que ça expliquerait peut-être mes petites réticences, parce que je trouve on est comme resté en surface. Ça allait quand même très très vite, puis on n'approfondissait pas tant que ça qui est le personnage. J'avais l'impression que j'avais de la misère à rentrer, à embarquer. Puis aussi, il y a le point de vue, je trouve ça très étrange de se faire raconter quelque chose. J'aurais préféré être dans la tête d'Andy Dufresne que Red me raconte Andy Dufresne. Ça, c'est pas la première fois que je lis des procédés comme ça. Puis je trouve qu'on perd un petit peu des émotions, on perd du cœur. Il y a plein de choses qu'on comprend pas parce qu'on n'est pas dans la tête du personnage dont on veut connaître l'histoire. Fait que ça, c'est un procédé qui me plaît plus ou moins. Tu sais, c'est un livre qui se lit assez rapidement, les pages se tournent, mais je n'étais pas investie. Fait que ça m'a quand même déçue. Il y a un moment, je me suis demandé si j'allais l'abandonner, mais c'était plus parce que mon intérêt n'était pas tant présente, plus qu'autre chose. Puis il y a quelque chose aussi avec le format, c'est qu'on sait
dès le départ, Candy s'est évadée. Donc, on dirait que tout au long du livre, ben, on a comme les signaux, on comprend comment il a fait ça. Donc, il n'y a pas non plus d'aspect de surprise à la fin. C'est pas surprenant parce qu'on sait qu'il s'est évadé, puis on sait facilement comment il a fait ça. Puis c'est un livre beaucoup plus réflexif que je pensais, c'est plus philosophique, il y a des réflexions, il y a des trucs qui peuvent être intéressants, comme le passage qui parle de la réhabilitation, puis pourquoi c'est aussi difficile pour les prisonniers, pour les personnes qui ont passé beaucoup de temps en prison, de réintégrer la société. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, tu sais, le fait que tout est tellement organisé dans un cadre, il faut qu'il fasse pipi à -5, donc lorsqu'il arrive dans la vraie vie, toutes ces choses-là restent dépendamment de combien de temps ils sont restés, mais tu sais, parfois ça peut être vraiment longtemps, donc c'est sûr que c'est difficile de se réhabiliter, puis il y a beaucoup moins de tentations à l'intérieur lorsque tout est encadré et tout, donc ça j'ai trouvé ça intéressant. Je trouve que le traitement de la prison était bien fait de ce que j'en sais maintenant, mais c'est ça. Pour moi, c'était correct, mais sans plus. Effectivement, cette vidéo est interminable. Il reste 3 titres, donc Week-end en enfer, écrit par James Patterson et David Ellis. C'est l'histoire de 4 femmes qui s'en vont pour une fin de semaine de débauche à Monte-Carlo. Donc, Abby, Winnie, Serena et Brian. Donc, 4 femmes avec des maris et des enfants et tout, là, dans la quarantaine, je vous dirais. Donc, elles se donnent du bon temps, elles s'en vont au casino, elles font la grosse vie. Il y en a une qui est particulièrement riche, donc elle ne se refuse rien. Et même une petite incartade en soirée de l'infidélité. Elle arrive sur un gros bateau, un yacht, et puis elles seront infidèles cette soirée-là. Mais ça ne termine pas ici parce que le lendemain matin, la police elle arrive et elles sont dans de beaux draps. Elles sont accusées d'un meurtre, ma foi, très important. Donc, on va suivre un peu tout ça. On va suivre qu'est-ce qui va se passer avec ces 4 femmes-là. Elles sont accusées de quel meurtre exactement. C'est pas tant de savoir qui le fait parce que ça, c'est assez clair très rapidement. C'est plus de voir est-ce qu'elles vont être capables de s'en sortir, puis comme le cheminement par rapport à tout ça. Donc, tu sais, ce qui était supposé être une fin de semaine de rêve va virer au cauchemar. Qu'est-ce que j'ai pensé du livre? Bon, lorsque j'ai commencé au début, ça se lit assez rapidement, des tout petits chapitres, mais on est tout de suite happé parce que tu sais, ça va super rapidement par ce sentiment d'injustice. Puis les femmes ne se font pas expliquer grand-chose. On les traite comme de la grosse bouette. Leurs droits sont bafoués. La police au début, là, elle les interrogent pendant genre 72 heures, elles malmènent les filles, ils font du traficage de témoignages et tout. C'est ultra choquant. Ils n'ont pas le droit de manger, ils n'ont pas le droit de boire, ils leur donnent rien. C'est comme, ils sont traités comme de la pourriture. Et ça, là, je détestais ça, là, du plus profond de mon âme, à quel point il n'y avait aucune logique à ça, là. Il n'y avait aucun traitement de l'humain. C'était comme, on sait que vous êtes coupable, faites juste avouer. Puis nous, on le sait dès le départ, c'est très clair qu'elles ne le sont pas. Donc, c'est comme vraiment fâchant. Et la suite, c'est ça aussi. Le procès, c'est une pièce de théâtre dans le sens que ils ne cherchent pas le coupable. Ils cherchent à avoir un coupable et ces filles-là sont vraiment bien placées pour être le coupable parce que ils ont trouvé des trucs puis ça les incrimine un peu, mais tu sais, ils chercheront pas plus que ça, là. Ils ont des preuves. Ils ont décidé que ça va être ces personnes-là qui vont payer. C'est de la magouille, c'est croche, là. Juste de reparler, j'avais des frissons. J'étais comme... Je me suis demandé si j'allais être capable de continuer à lire ça parce que ça me pognait au triple. Je déteste le sentiment d'injustice. Et là, c'était ça fois 1000. Et on va se rendre en prison. Ils vont avoir des traitements injustes de la part des gardiens de prison et tout ça. Pareil, là, je bouillais. Je vous dirais que ça va prendre
une tangente assez intéressante, en fait, c'est au travers des yeux de la protagoniste principale qu'on suit, qui se nomme Abby, que j'ai réussi à continuer ce livre-là, puis que éventuellement j'ai pris mon air d'aller, puis que j'ai comme déroulé les pages jusqu'à la fin, parce qu'elle va être vraiment une battante, elle ne se laissera pas démotivée, elle ne se laissera pas acheter, elle le sait qu'elle est innocente, elle le sait que ses copines sont innocentes, donc elle ne se laissera pas écraser par tout le système, par les gens qui veulent la faire avouer des choses qu'elle n'a pas commises. Donc, j'ai beaucoup aimé suivre cette protagoniste-là. Dans ma tête, j'ai l'impression que ce serait la réaction que j'aurais, mais tu sais, dans la vraie vie, il faut une grande force de caractère pour être toute seule de ton côté lorsque tout le monde est contre toi, même si tu es innocent. Et c'est encore pire, tu sais, c'est comme « Oh mon Dieu, j'ai des frissons ». Donc cette protagoniste-là, j'ai vraiment beaucoup aimé la suivre. C'est sûr que pour moi, il y avait beaucoup de feux d'artifice, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses dont je doute de la véracité. En même temps, bon, c'est quand même une situation particulière et le meurtre là-dedans, ça n'en est pas un banal. Donc peut-être que dans ces situations comme ça, c'est le traitement qui est infligé aux personnes qui sont supposément les coupables, je ne sais pas. Mais même à ça, ça me semblait vraiment très gros et très exagéré. Puis là, j'essaie de retrouver, il me semble que j'avais trouvé un fil de conversation sur Reddit qui parlait justement de la prison, et il y avait des personnes qui avaient travaillé en prison qui parlaient, là, qui faisaient des témoignages un petit peu de comment ça se passe. Puis ce qu'on voit à la télé, c'est vraiment exagéré, tu sais, des gardiens qui traitent mal les prisonniers, tout ça, c'est pas la réalité, c'est pas tant une histoire politique non plus, puis tu peux pas acheter tant les gens, tout ça. C'était comme ce qu'on voyait, puis l'image qu'on avait de la prison, c'est vraiment exagéré. J'ai essayé de retrouver le film, puis je l'ai pas trouvé. Je me souviens plus c'était exactement dans quel channel, mais en tout cas. Fait que tu sais, ça, dans ma tête, c'était comme vraiment la vision de la prison exagérée, le ultra exagéré, c'est corrompu au couteau, puis tout. Donc, c'est ça, en termes de véracité, mais tu sais, tout ça, c'est quand même un gros show de boucan, là, dans le sens que, est-ce que quelque chose comme ça pourrait vraiment arriver? T'sais, il faut embarquer pour la ride, mais en tout cas, ça s'est lu quand même assez vite une fois que j'ai passé le sentiment d'injustice-là, puis que je me suis raccrochée à Abby, j'ai embarqué avec elle, même si on était loin du réalisme pour beaucoup de choses, mais c'est ça, je me suis raccrochée à sa force de caractère, puis j'ai dévoré le livre malgré que c'est quand même une bonne brique. Et donc, mon avis au final, c'est correct, je pense que j'ai embarqué pour la ride, puis j'ai aimé ce que j'ai lu au fur et à mesure que j'étais là. Il y a la fin. Après tout ça, je peux pas dire que je la trouve très satisfaisante. Dans la vraie vie, j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose de plus qui peut être fait que ça, mais après toutes les épreuves que ces filles-là ont vécues, il me semble que c'était pas une fin assez satisfaisante pour moi. C'était pas bon, là. C'était pas assez délectable pour toute la chenoute qui s'est passée avant. Donc, c'est ça, tu sais, ça s'est terminé, puis je suis un peu insatisfaite de tout ça au final. Mais j'ai vécu des émotions, ça c'est vrai. C'était une solide aventure. Donc, si vous aimez les thrillers, puis si ça vous parle, puis si vous avez moins de triggers que moi par rapport à l'injustice, ben embarquez parce que vous allez passer du bon temps définitivement. Je ne pensais pas abandonner de livre pour ce concept, mais il a fallu que je me rende à l'évidence que ça ne fonctionnait pas du tout. J'ai abandonné le Mars Club de Rachel Kushner. Je ne pourrais pas vous dire grand-chose sur ce livre. On va suivre Romy Hall, 29 ans, qui vient d'être transférée à la prison pour femmes de Stanville, en Californie. Cette ancienne stripteaseuse doit y purger 2 peines consécutives de réclusion à perpétuité, plus 6 ans pour avoir tué l'homme qui la harcelait. Là, il y a d'autres choses, mais moi, pour vrai, je me suis rendue, on était encore dans la fourgonnette où elle se fait transférer, puis on était en train de découvrir un petit peu la vie des personnes qui sont avec elle dans la fourgonnette de transfert. C'est un ouvrage écrit comme en fragments, donc on change de personnage que l'on suit à chaque petit fragment, et c'est ça qui m'a perdue. Là, au début, j'étais quand même intéressée par sa vie à elle, mais là, on s'en va voir un petit moment sur la vie d'une autre prisonnière,
l'imaginaire, puis là, on va sur autre chose, on va dans le passé, on est dans le présent. Je trouvais ça super mélangeant, puis là, éventuellement, j'essaie de pousser, de continuer à lire. Je me suis rendu compte que je n'avais plus d'attachement à la protagoniste principale et à ce qui se passait, donc malheureusement, j'ai dû l'abandonner. Dernière lecture pour cette vidéo, cette deuxième vidéo de prison, et malheureusement, cette vidéo va terminer par 2 abandons. Ce n'était pas mon but. Et je me souviens que les 3 derniers ouvrages de cette vidéo-là, j'ai hésité, j'avais déjà fait ma thumbnail, l'image, puis là je me disais, bon, ils sont dessus, je peux pas juste comme... Je pourrais en reprendre une autre, mais il faudrait que je reloue toutes les livres, en tout cas. J'hésitais, je tergiversais beaucoup afin de savoir si j'allais lire les 3 derniers ouvrages de cette vidéo-là. Et sachant que j'en ai abandonné 2 sur 3, on dirait que j'avais un feeling que ça se passerait pas, que ça serait pas des coups de cœur. Donc, le dernier ouvrage de cette vidéo, c'est Meurtre pour rédemption de Karine Gibel. C'est l'histoire de Marianne qui a 20 ans, qui est emprisonnée à perpétuité et un genre de 25 ans ferme où qu'elle peut même pas comme passer en cours là, si elle a un bon comportement. C'est comme 25 ans ferme, puis après on verra. Elle a tué certaines personnes. Elle s'est mise dans le trouble pour plusieurs raisons. C'est la détenue, la prisonnière la plus dangereuse d'où est-ce qu'elle est en ce moment. C'est une des seules prisonnières à qui ils mettent les menottes. Elle est constamment au trou ou en isolement. D'ailleurs, je pensais naïvement qu'il y avait une limite de temps pour l'isolement, mais avant, là, comme 2022, il paraît que c'est super récent, il n'y en avait pas. Les gens pouvaient se prendre comme 40 jours en isolement, puis il n'y avait rien contre ça. Ce qui est quand même, ma foi, horrible. Je veux dire, je comprends que tu es dans une prison, mais ça devrait vraiment être pour des cas spécifiques, pour du dernier recours, comme mode de fonctionnement, l'isolement. Je veux dire, tu sais, c'est pas là que tu vas acquérir et que tu vas tu vas développer des habiletés sociales. Tu sais, tout ça dans un mini cubicule avec genre un lit puis un lavabo puis une toilette, là. Je veux dire, c'est laid. Mais bon, c'est pas de ça que ça va parler, donc je me suis pas rendue à la fin, vous comprendrez, c'est un ouvrage de 750 pages, j'en ai lu 100 quelques, mais dès le départ, j'ai commencé à avoir des petites frustrations parce que je trouve qu'il y avait des choses qui étaient juste incohérentes. Il y avait beaucoup d'incohérences, d'incongruités, on nous dit que c'est quelqu'un de super dangereux, elle a passé genre tout son temps depuis qu'elle est arrivée en isolement. Je disais donc qu'elle a accès à des cigarettes, qu'elle a accès à de la drogue, qu'elle peut s'injecter. Et forcément, qui dit cigarette dit pouvoir se l'allumer, donc du feu, un briquet, des allumettes, mais c'est la plus dangereuse. Et elle est dans une cabine isolée comme ça. Il y a personne qui a pensé genre à y enlever ces affaires-là. Elle pourrait littéralement blesser le personnel et elle le fait constamment. Donc ça, j'étais comme non, je comprends pas. Elle est super dangereuse, elle est facilement impulsive et agressive. Il y a un moment donné, le surveillant, le gardien, il en a assez, il s'en va la mettre en isolement puis il lui sacre une raclée. Je suis comme, oui, bel exemple. Comment apprendre à des gens qui ne savent pas gérer leurs émotions et leur colère en leur donnant une raclée. C'est pas œil pour œil, dent pour dent. La violence engendre de la violence. Ça lui apprendra pas à ne pas faire ça. Je trouvais ça tellement incohérent. Elle va avoir de la visite. Elle n'en a jamais eu. Et elle est dans une salle. Il y a personne qui écoute et les personnes vont lui offrir de s'évader. Vous me ferez croire, vous autres, que c'est la prisonnière la plus dangereuse de cette prison-là. Elle a jamais eu de visite. C'est pas louche en tabarnouche, ça. Elle ne sait même pas qui s'en vient. D'ailleurs, t'es supposé pouvoir être inscrit dans le registre des gens. Tu peux pas juste aller en prison pour parler à n'importe qui. Mais bon. Et il y a personne qui va rester là, qui va écouter ce qui se passe.
c'est juste ça, constamment, constamment. Il y a tout le temps juste un gardien pour être avec elle au lieu d'en avoir deux. Ils sont supposés d'avoir toujours une supervision. Il y a des gardiens qui en profitent, qui passent de la drogue, qui ont de la sexualité avec elle. J'en pouvais tellement plus, là. Puis je vois là, que le directeur, il est corrompu, puis qu'il y a sûrement des trucs de passe-passe, justement parce que il se ferme les yeux de manière volontaire. Mais je trouve ça toujours trop gros. Tu sais, il y a des livres, tu sais, je vais retourner à la ligne verte que j'ai lue de Stephen King dans ma première vidéo. Puis oui, il y avait un gardien qui était vraiment moins bon et moins gentil et beaucoup plus sanguin avec les prisonniers. Mais comme tout le monde le savait, puis tout le monde gardait un œil dessus, il n'y avait pas possibilité qu'il en profite. Puis c'était pas comme tout le monde qui est gangréné par le mal. On dirait que ça rend tout ça tellement moins crédible. C'est tellement d'incongruité. Ça peut pas vraiment se passer comme ça en prison. C'est juste trop gros, c'est trop, c'est trop. Donc, je commençais à avoir justement, je commençais à être fâchée de ce que je lisais, puis lorsque ce sentiment-là arrive, puis que j'ai juste envie de me rouler les yeux, c'est pas bon signe, même si ça se disait, ma foi, assez bien, puis que comme l'histoire semblait avoir des tournures intéressantes, je pouvais pas. Donc, je l'ai abandonné. Et c'est ainsi que va se terminer ma deuxième vidéo de prison. Je vais faire une petite pause de manière volontaire sur ce sujet, mais en fait, ce que je me rends compte, c'est pas tellement que le sujet me dérange, que je me suis tannée du sujet, que je trouve qu'il y a beaucoup de préjugés, c'est très stéréotypé, la prison en littérature. Il n'y a pas grands ouvrages qui ont l'air vraiment à respecter le cadre de la réalité et ben, tu sais, tant qu'à y être, va pas en prison. Tu sais, si t'es pas pour respecter comment ça fonctionne ou comme si c'est juste pour être une grosse caricature, je trouve pas ça nécessairement agréable. Et il y a pas beaucoup d'ouvrages qui ont su respecter ça. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui disaient que leur protagoniste était une victime innocente. C'est arrivé, forcément, mais est-ce que au nombre de livres qui parlaient de personnes emprisonnées qui ne devraient pas l'être, est-ce que, tu sais, la quantité était peut-être un petit peu exagérée? Je réfléchis un petit peu tout haut, mais c'est ça, je vais faire une petite pause, j'en ai lu, puis pour les concepts, je vais passer à autre chose, il n'y aura définitivement pas de troisième partie. Si je lis d'autres trucs de la prison, je vais les insérer dans mes updates lecture, mais quand même un petit peu déçue que ça se termine ainsi. Je sais que c'est une autrice beaucoup aimée. Sur Goodreads, sa note était vraiment très haute et les commentaires étaient bons, mais je sais pas comment j'aurais pu passer au travers de trucs qui me dérangent autant. Je suis pas quelqu'un qui soulève les incohérences dans un livre, donc lorsque j'en vois, c'est parce que c'est gros, tu sais. Mais forcément, j'ai lu beaucoup de livres de prison et c'est un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet qui m'interpelle, donc je suis peut-être plus sensible par rapport à ça, mais non, 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 next. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. J'ai publié une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.